Le Congo, c'est un pays béni. Le Congo, c'est un pays qui a également un capital humain sérieux, voulais-je dire, des hommes capables qui peuvent réfléchir un nouveau Congo, un Congo meilleur. Voilà pourquoi, chère autorité, vous étiez très nombreux à m'exiger, je précise bien, à m'exiger d'aller chercher le docteur Silas, qui est un écrivain, qui est également expert en politique étrangère. Il est ici l'homme qui voit le grand Congo pour les jours à venir, l'homme qui enseigne le leadership. Il est ici avec nous, docteur Silas, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Je précise bien, on m'a exigé. Ça me fait peur quand vous dites ça. Merci parce que vous étiez tellement occupé avec d'autres préoccupations. Vous avez dit pour la nation, vous pouvez quand même venir aider parce que la nation a besoin de vous écouter. Docteur Silas, le Congo c'est un grand pays. C'est un 8e sommet. Nations Unies, le chef de l'État a parlé. Il fallait avoir les hommes capables, faits, pour essayer un peu de décrypter et offrir à la nation les analyses meilleures. Est-ce le Congo manque les vrais hommes pour relever les défis de la RDC? Si le Congo manque les vrais hommes pour relever les défis de la RDC. Merci pour l'invitation. Vous permettez que je salue vos téléspectateurs qui vous suivent. Je ne dirais pas d'emblée que le Congo manquerait des hommes pour relever les défis, parce que les hommes, on en a. Nous avons un potentiel humain énorme. Je l'ai souvent dit, lorsqu'on considère notre population, près de 65% de la population congolaise a moins de 30 ans. Ça, c'est de 1. Et de 2, la population congolaise est tellement liée au sort que l'on réserve à sa patrie. Voilà pourquoi vous constaterez que c'est l'un des pays où même les plus jeunes n'ont pas peur d'aborder les questions qui touchent à l'avenir de la nation. Contrairement à beaucoup d'autres pays où vous arrivez, vous trouverez des jeunes qui ne connaissent ni le nom de leur Premier ministre, moins encore ce qui adviendra demain par rapport aux réalités auxquelles font face ces pays. Mais vous sentez qu'il y a un intérêt que le Congolais attache à son pays. Du moins, lorsqu'il est question de débattre. Nous avons un potentiel humain assez énorme, capable de relever les défis. Mais jusque-là, je ne parle que d'un potentiel. On a des hommes, mais malheureusement, ces hommes, pour la plupart, ne sont pas là où ils devraient être. Ce qui signifie que bon nombre de ceux qui ont été sur le banc de touche ou qui n'ont jamais été sollicités sont porteurs d'un savoir capable d'aider la nation à partir d'un point A vers un point B. Et ceux qui, pour la plupart, sont en activité politique, ceux qui sont dans le cadre des décisions, n'ont pas été de manière générale, n'ont pas été assez préparés. Qu'est-ce qui nous pousse à le dire? C'est lorsque nous constatons le potentiel humain que nous avons d'une part et le résultat que nous récoltons d'autre part. Ce qui fait qu'il y a comme une sorte d'inadéquation entre la qualité d'homme que nous avons et les résultats que nous récoltons sur terrain. Cette qualité d'homme ici, je l'ai dit, dans la dimension intégrale des hommes qu'il faut pour ces pays. Ces hommes que j'appelle des hommes achevés. Ils ne sont pas simplement hommes parce qu'ils sont barbus, parce qu'ils ont atteint la majorité, plus de 18 ans, ou simplement parce qu'ils ont été à l'université. Ils ont été préparés, ils ont été éduqués, ils ont été équipés pour prendre à bras le corps la destinée de leur pays. Mais pour cela, il faudrait qu'au départ, ces hommes savent à quoi est-ce qu'ils serviront. Servir la nation n'est pas simplement le fait d'occuper X ou Y poste. Parce que la fonction que vous assumez doit s'inscrire dans une orchestration, dans une sorte d'un jeu d'ensemble, pour savoir à mon poste, avec la fonction que j'ai, qu'est-ce que je dois apporter comme contribution pour que nous puissions atteindre un idéal qui nous est commun. Et pour cela, il faudrait d'abord qu'au départ, que l'homme congolais, après avoir défini ce qu'il veut être, définisse où est-ce qu'il veut amener la nation. Parce que le véritable résultat que le prochain
exigeront de nous, c'est que nous avions transformé ces pays en les rendant beaucoup plus meilleurs que nous l'avions trouvé. Et pour cela, il faut des hommes. Les hommes ici, ce n'est pas simplement en termes de quantité, mais plutôt en termes de qualité. Mais d'où viendra cette qualification? Je reviendrai encore dans ce que je disais tantôt. Il faudrait que ces hommes soient passés par un cursus d'équipement et de préparation, pour qu'ils soient capables de conduire ce pays à son firmament, à son zénith, et faire de ces pays une puissance au centre de l'Afrique. Le Congo ne manque pas les hommes. Mais les systèmes dans lesquels nous fonctionnons excluent le meilleur d'entre nous et donnent beaucoup plus de la chance aux plus courageux et aux plus audacieux. Ce qui signifie les têtes les plus pensantes sont quelquefois disqualifiées au profit de ceux qui vont faire les djalelo ou de ceux qui vont faire le fanatisme. Et ça revient surtout lorsque nous voulons plus une politique populiste en lieu et place d'une politique de résultats. Or, au stade où nous sommes aujourd'hui, avec le go que nous voyons, la volonté politique que nous voyons de part et d'autre dans les chefs de nos dirigeants, c'est pour nous l'occasion de saisir la balle au bon pour donner mieux que ce que nous avions donné jusque-là, parce qu'il y a possibilité de donner mieux. Ces hommes, ils existent. Mais ces hommes n'existaient pas simplement dans les partis politiques. Okay. Ces hommes n'existaient pas simplement dans les regroupements politiques. Parce qu'il faudrait toujours éviter de donner l'impression que votre intelligence ne suffit pas aussi longtemps que vous n'êtes pas détenteur d'une carte de parti politique ou membre d'une organisation politicienne. Les savants dans ces pays, on les a. Les têtes pensantes dans ces pays, ce n'est pas ce qui nous manque. Nous avons toujours eu. Et pas seulement aujourd'hui, depuis notre accession à l'indépendance. Mais le problème, c'est que c'est dans la sélection, dans le recrutement que nous pêchons le plus. Nous pêchons le plus parce que nous nous rabattons à la tribu, nous nous rabattons aux partis politiques, nous nous rabattons et pourtant, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-vivre, on les a aussi dans les chefs de beaucoup d'autres Congolais qui sont ici sur place et encore beaucoup d'autres qui sont parmi les 10 millions de Congolais que nous avons dans la diaspora. Donc, si je comprends bien, on fait la sélection, mais on ne privilège pas la méritocratie, mais voilà. Plutôt les régionalismes. Les régionalismes, les tribalismes, les militantismes. Okay. Mais tout ça, se trouve dans un système, parce que vous venez de dire que non, il y a un problème du système. Les Congolais qui étaient en train de vous suivre, ils veulent comprendre les systèmes, c'est quoi? Parce que le chef de l'État avait dit à un moment que je vais déboulonner l'ancien système. Très bien. Au fait, notre problème est un problème systémique. C'est les systèmes qui posent problème, ce ne sont pas les hommes. Voilà pourquoi on changera les hommes autant de fois que l'on voudra. Aussi longtemps que le système restera comme tel, on aura les mêmes plaintes, on aura les mêmes difficultés que nous avions déplorées hier. On le fera. D'ailleurs, il vous suffit d'écouter quelquefois le chef de l'État. Il s'est plaint de la justice, il s'est plaint du comportement du Congolais, parce que le système reste le même. Or, on ne change pas un système juste seulement en changeant les acteurs. Parce qu'il est plus facile de changer les acteurs que de changer un système. On ne peut pas non plus changer un système sans avoir pensé l'alternative. Parce que le système ne peut être remplacé que par un système. Et vous devez vous rassurer que le système qui sera mis en place sera de loin meilleur et beaucoup plus prolifique, productif que le système à démanteler. Donc on a fait partie des acteurs, comme le chef de l'État l'a dit, démanteler les systèmes. Mais nous nous plaignons des mêmes mots, nous nous plaignons des mêmes histoires parce que l'homme congolais en soi n'a pas changé. Okay. Voyez-vous? Donc, changer le système, c'est qu'il faudrait comprendre. Le système est avant tout d'ordre mental. Okay. Le système n'est pas au niveau de la Constitution. De l'administration? Non. Okay. Le système est d'abord d'ordre mental. Il est d'ordre culturel. Okay. La conception que le Congolais a du pouvoir, c'est quoi?
La conception, quand on dit qu'il faut changer le système, il faudrait changer ces paradigmes. Voilà, les termes appropriés. Okay. Il faudrait changer de paradigme, amener un nouveau narratif. Pas en termes de discours simplement, mais en termes de comportement et en termes d'habitude. Ce qui suppose, le miracle à faire, c'est le miracle dans le chef du Congolais, pour que ces Congolais de père et de mère, comme on aime bien le dire, réfléchissent différemment que celui qui a existé hier. Sinon, ce Congolais accompagnera le Congo comme on accompagne un cercueil dans un cimetière. Et ça, c'est très dangereux. Donc, le système est d'abord d'ordre culturel et d'ordre mental. Comment est-ce que nous, Congolais, nous concevons le pouvoir? Vous serez nommé aujourd'hui Delphin, vous avez les capacités, vous avez toutes les capacités intellectuelles et morales, mais vous constaterez que c'est votre propre famille qui vous dira « c'est notre tour à nous ». Comment pouvez-vous expliquer dans un pays aussi où le niveau de vie est aussi précaire comme celui-ci, que les gens festoient une fois qu'ils sont nommés? C'est déjà pour vous dire qu'il y a un problème. C'est comme un joueur qu'on met sur le terrain à la 87e minute. Lorsque l'équipe est en train de perdre 3-0, il rentre sur le terrain, mais à peine rentré sur le terrain, il enlève son maillot pour jubiler parce qu'il descend. Ça signifie simplement qu'il n'a pas compris les enjeux, qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris les impératifs. Voyez-vous? Parce que normalement, on ne devrait pas fêter. Parce que le mal est tellement profond qu'on devrait se poser la question, est-ce que dans les timings, dans les cadres qu'on m'a placés pour assumer telle fonction, serais-je en mesure de relever ces défis? Mais regardez, nous festoyons parce que, en réalité, pour nous, le pouvoir est un moyen par lequel nous allons améliorer notre condition sociale. Pour nous, c'est un moyen par lequel nous allons engager nos cousins, nos frères, ainsi de suite. Voilà pourquoi, eux aussi, sans même nous voir directement, ils peuvent fêter déjà, parce qu'ils disent, c'est maintenant notre tour. Donc, cette mauvaise perception que nous avons du pouvoir a fait à ce que la République a été beaucoup plus perçue comme une vache laitière, une vache à lait, et non pas comme étant une machine pour la transformation du peuple et l'amélioration de notre espace national, notre espace commun. Il faudrait le changer. Quand on dit que le mal est systémique, le mal est systémique aussi parce que la façon dont nous avons conçu le pouvoir, c'est quoi le pouvoir pour nous? Le pouvoir devait en principe être perçu comme un moyen pour atteindre un but. Et le pouvoir ne devait pas être perçu comme étant le but lui-même. Mais malheureusement, nous avons inversé. Ce qui signifie que c'est pourquoi la plupart d'entre nous se battent, c'est pour accéder au pouvoir. Les Anglais disent « and so what ?» Après le pouvoir, qu'est-ce qui arrive après? Le pouvoir devrait être perçu comme une plateforme, comme une sorte d'industrie, des transformations, pour pouvoir créer en faveur des générations futures des choses que nous n'avons pas nous-mêmes héritées de nos pères ou que nous n'avons pas nous-mêmes bénéficié durant notre existence. Aussi longtemps que nous n'allons pas amélioré cette façon de percevoir le pouvoir, la politique, l'État, eh bien, on changera les hommes comme on le voudra, ça sera notre tour à nous. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas assez de différence entre les Aïrois d'hier et les Congolais d'aujourd'hui. Parce qu'on a fait tomber les un régime. Mais le changement ne vient pas par la chute d'un régime. Voyez-vous? C'est là où il faudrait que les révolutions soient d'abord mentales, en lieu place d'être des révolutions militaires ou constitutionnelles. Parce que notre problème relève d'un problème de mentalité. Il faudrait faire tomber toutes ces barrières mentales que nous avons érigées qui nous empêchent de voir loin, qui nous empêchent de voir un Congo fort dans lequel chacun de nous s'implique, comme on le voit dans un chantier. Alors, docteur Silas, je précise que vous êtes expert en politique internationale, vous êtes écrivain, vous voyez les Congo grands parce que vous avez assez écrit, mais quelqu'un qui est aux États-Unis, et m'a dit de vous poser cette question, quand le chef de l'État signe des ordonnances, il y a un nouveau gouvernement, on les amène quelque part pour une formation. Est-ce que vous ne pouvez pas être disponible pour les orienter
essayer un peu de donner des tactiques parce qu'il estime que vous êtes capable. On vous suit. Bon, je ne serai pas aussi prétentieux jusqu'à dire que il faut que je fasse ce travail-là, quand bien même que c'est une impérieuse nécessité. Je parlais tantôt du recrutement. Il y a un terme hollywoodien qu'on emploie aujourd'hui pour le management des nations, ou même de grandes entreprises, qu'on appelle le smart casting. Vous voyez, quand on veut tourner un film d'horreur, on ne va pas prendre un bel homme comme vous pour jouer ce film d'horreur. Il y a inadéquation. Il faudrait choisir quelqu'un avec un visage accidenté, quelqu'un avec une dentition éparpillée. Bon, lui fera l'affaire. Okay? Quand on veut jouer le rôle d'une princesse, on ne prendra pas n'importe quelle fille. Il y a tout un concours, donc de sélection. Et c'est comme ça qu'il y a même la notion de chasseur de tête. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui servent comme étant des chasseurs de tête. Ils vont pourchasser dans les universités, dans le monde artistique, des hommes possédant des compétences dont la communauté peut avoir besoin pour leur donner ces fonctions-là. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Parce que aimer les pays et servir les pays sont des choses différentes. Tout le monde doit aimer les pays. C'est ça la patriocratie. Tout le monde doit aimer les pays. De par c'est cette culture que nous devons rencontrer dans chacun de nous, que l'on soit de l'opposition, de la société civile, que l'on soit, qui que l'on soit, chacun de nous devrait porter le Congo, non pas seulement dans ses veines, mais aussi dans son cœur. C'est comme ça qu'on a élevé les grands. Il n'y a pas une grande nation, une nation qui a été hissée d'une nation, du niveau moyen vers le niveau de la puissance, sans patriocratie, sans patriotisme. C'est un impératif. Voyez-vous? Mais il ne suffit pas d'aimer son pays. Il faudrait aussi être capable de servir le pays. Il n'y a aucune compétence pour aimer son pays, mais il y a des compétences qui sont requises pour servir son pays. Pourquoi? Lorsque vous laissez la gestion de la chose publique à des hommes qui n'ont pas été initiés, techniquement parlant, intellectuellement parlant, moralement parlant et même spirituellement parlant, eh bien, ils vont desservir la nation en lieu et place de la servir. Desservir la nation. Ce qui signifie qu'il faudrait que ceux qui occupent des postes soient aussi instruits sur ce que le pouvoir attend d'eux, mais aussi sur ce que l'histoire attend d'eux. Parce qu'il faudrait servir la nation dans une mandature, mais inscrire votre servir dans la logique d'un futur lointain. D'un futur lointain. Ceci est tellement important de le faire que lorsqu'on parviendra à cela, on n'ira pas d'un parti politique aux fonctions ministérielles, on n'ira pas d'un parti politique directement à une entreprise publique, on n'ira pas d'un parti politique parce que on peut aimer les pays. Celui qui aimerait le pays plus que tout le monde ne sera pas toujours le meilleur serviteur de la République. D'où il faudrait des moments de remise à niveau, des moments d'acquisition de certaines compétences pour dire, voilà par exemple, le problème que nous rencontrons du point de vue sécuritaire. Mais on ne peut pas limiter ces problèmes simplement avec l'implication de l'armée, parce que construire une puissance n'est pas seulement l'apanage de l'appareil militaire, mais c'est aussi l'apanage de tout le secteur qui constitue notre système étatique. Il faudrait, par exemple, je donne un exemple, que déjà à l'école primaire, qu'on enseigne à l'enfant congolais que s'il faudrait se battre un jour pour la nation, je devais considérer les services militaires non pas comme un service abandonné aux moins instruits, mais moi aussi je pourrais y aller. C'est-à-dire déjà à l'école primaire, à l'école universitaire, ainsi de suite. Comme ça, on va aboutir à une sorte d'orchestration. Et c'est là où je parle du leadership collectif. C'est-à-dire un leadership qui implique chacun de nous à donner le meilleur de soi pour ériger une nation forte. Parce qu'on n'aura pas une nation puissante simplement parce qu'on a une armée puissante si l'espace religieux est faible. Si l'espace religieux diminue l'humanité de l'homme qui croit en Dieu ou qui adhère à la religion, si l'espace religieux ne le construit pas suffisamment, on n'aura pas une nation puissante. Si le niveau social
de famille enlève au père de famille son autorité en tant que père parce qu'il n'est pas en mesure de nouer les deux bouts du mois, on n'aura pas une nation puissante. Voilà pourquoi il y a cette image en face de vous. Ça, c'est la fonction publique. Ok. Quand vous regardez ces fonctionnaires, ils donnent l'image de la misère. Vous êtes écrivain, vous enseignez le leadership. Dans ces secteurs si importants de la nation, les ministres de la fonction publique étaient en train de vous suivre, M. Liaou, il peut faire quoi pour élever les défis dans ces secteurs? Bon, je crois qu'il y a déjà beaucoup de réformes qui sont en train d'être entreprises dans ces secteurs de la fonction publique qui restent la monture la plus importante pour le fonctionnement d'une société, parce que pour une société qui se respecte, on peut survivre sans gouvernement, on ne saura pas survivre sans administration publique. Okay. Parce que c'est ça même l'âme d'un État. Nous sommes assis sur ce fauteuil, on voit la couleur de ces velours, de ces tissus, mais la fonction publique, c'est ce bois qu'on a mis à l'intérieur, qu'on ne sait pas voir, grâce auquel nous allons nous asseoir. Quand on tombe d'une chaise, ce n'est pas parce que le tissu s'est déchiré, c'est parce que le bois a connu une fissure. C'est la même chose. Une nation dont l'administration est malade ne peut pas prétendre à la puissance, ne peut pas prétendre se présenter en externe en tant qu'un État puissant, parce que on ne peut pas se projeter en puissant à l'externe si en interne on est parasité par des petits soucis d'ordre administratif. Okay. Ce qu'il faudrait plutôt donc, faire... la fonction publique, c'est les piliers. C'est les piliers, c'est l'architecture même interne d'une société qui se respecte. Voilà pourquoi on a plus plaisir à être membre, on a plus plaisir à être membre de la fonction publique, à travailler dans la fonction publique, que d'être ministre de l'État. Voyez-vous, dans les sociétés qui se respectent, celui qui travaille dans la fonction publique se sent honoré. Ok? Et il travaille pour cette fonctionnalité étatique, pour que cette fonctionnalité soit maintenue, sinon l'État se meurt. Ok? Alors, pour cela, il faudrait penser à quelque chose, parce que recourir tout le temps aux grèves, ainsi voir la précarité dans laquelle vit la plupart de nos fonctionnaires, c'est vrai, je viens d'apprendre qu'il y aura une amélioration à partir du mois de janvier. Ça, ce sont des actes, des faits à louer, à apprécier. Mais il ne faudrait pas seulement qu'il y ait hausse avec l'enveloppe salariale réservée aux fonctionnaires, mais il faudrait plutôt qu'il y ait équité dans la distribution de la cagnotte nationale. C'est-à-dire quoi? Il faudrait de plus en plus réduire l'écart entre ce que touche le fonctionnaire et ce que touche le ministre, qui en principe sont aussi fonctionnaires de l'État. Donc il est quelque part anormal que les uns... Il y a l'inégalité... Inégalité énorme qu'on ne sait pas expliquer. Ce qui conduit nos fonctionnaires dans des combines qui finalement ne fait que grossir les manques à gagner pour l'État. Voyez-vous? Donc un autre moyen pour corrompre, pour mettre fin à la corruption et aussi au coulage des recettes, c'est d'assurer aux uns et aux autres un dû convenable et correspondant aux efforts que l'on fournit de part et d'autre. Il faudrait réduire. Ces grands pays, avec la démographie, avec le peuple que nous avons, pensez-vous avec un budget de près de 16 milliards ou 17 milliards, on peut rendre heureux chaque fonctionnaire? Bon, écoutez, ce n'est pas à l'État de rendre les hommes heureux. Parce que même dans les pays où les gens sont le mieux payés, ils ont les taux de suicide les plus élevés, simplement pour dire que ce n'est pas le salaire qui vous rend heureux. Le bonheur est tributaire à beaucoup d'autres facteurs. Ok, mais quand on considère ce que nous avons aujourd'hui, 16 milliards, comparativement à ce que nous avions il n'y a pas eu longtemps, 4 milliards, 5, 6 milliards, il faudrait quand même reconnaître que c'est un pas énorme qui a été effectué. Le problème n'est pas, d'abord, il faudrait aussi dire que ce budget n'est que prévisionnel. Ce sont des prévisions. Ouais, prévisions budgétaires. Voilà. Est-ce qu'on a aussi réussi à récolter les 16 milliards, à les rendre réels? Ça, c'est de 1. Et de 2, là où se pose le sérieux problème, c'est dans la distribution. L'on s'est plaint que la majeure partie de ces budgets
est alloué au fonctionnement des institutions. Des institutions. Il semble que les institutions consomment beaucoup. Donc, nous avons des institutions budgétivores. C'est là où il faut faire appel à un management sérieux. Voilà pourquoi un on vous a appelé management aussi. non complaisant. Ok. C'est-à-dire pour dire, il faudrait que chacun de nous comprenne ce qu'est l'austérité. Il faudrait que chacun de nous comprenne comment vivre en serrant sa ceinture. Il faudrait au préalable aussi, si nous voulons, avec ces 16 milliards de dollars, que chacun de nous ressente quand même les changements tant vantés, il faudrait que l'on puisse déjà réduire. Ça, c'est mon vœu. Si jamais le président était réélu après ces élections, qu'on ait au moins un gouvernement avec un gouvernement de 30 personnes, 30 membres, c'est déjà bon. Mais c'est une mission impossible, docteur. Non, non, ce n'est pas une mission par rapport à la impossible. démographie, et nous avons plus de 900 partis politiques. Je parle avec le ministre de l'Intérieur. Plus de 900 agréés. Plus de 900 partis. Ça, c'est un record politiques. que nous battons. Aujourd'hui, chaque parti politique a son quota. Et surtout, c'est compliqué. Même si le chef de l'État veut qu'il y ait un gouvernement réduit de 25-30 personnes, mais nous sommes si nombreux. Nous sommes un grand pays, un pays continent. Mais est-ce qu'il vous a dit que pour récompenser le partenaire politique, il faudrait nécessairement qu'il soit ministre ou bien qu'il soit vice-ministre? Il y a beaucoup de choses à faire. C'est justement cette mentalité qu'il faudrait bannir. Les postes honorifiques. Déjà, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui amène le Congolais à créer autant de partis politiques? Pourquoi? Pourquoi nous devons être le pays... La liste des partis politiques. Pourquoi nous devons avoir un pays où on a plus de 900 partis politiques agréés? Je ne vous parle pas encore de ceux-là qui attendent l'agrément et de ceux-là qui ont aussi l'ambition d'écrire. Peut-être que notre caméraman, lui aussi, dans 2 ans, dans 3 ans, oui. Voilà, Il peut aussi penser, bon, je vais créer mon parti politique à moi. Simplement parce qu'il y a une injustice dans la distribution de la cagnotte nationale. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la marmite nationale n'est pas distribué de manière équitable. Voilà pourquoi tout le monde pense que pour se retrouver et vite devenir riche, il faut partir dans la politique. Et c'est là où je reviens à ce que le chef de l'État disait tantôt, procéder à la création d'une classe moyenne. Ça aussi, c'est un autre moyen par lequel on va essayer de désasphyxier un peu l'espace politique. Donc, pour revenir tantôt, on peut récompenser les partenaires politiques sans forcément avoir 69 membres du gouvernement, parce que quand vous regardez ce que prend la constitution d'un cabinet ministériel, vous regardez ce qu'exige les frais missionnaires, les frais d'installation, ainsi de suite, vous vous rendez compte qu'effectivement... Charroi mobile. Charroi mobile, vous vous rendez effectivement compte que c'est trop. C'est là où il faudrait que les leadership s'imposent, sans pour autant frustrer les partenaires politiques, parce qu'on aura besoin d'eux, mais aussi faire comprendre aux uns et aux autres que nous ne sommes pas ici pour nous servir, nous sommes ici pour servir l'État, servir la nation. Nous sommes ici pour écrire en lettres d'or notre parcours et notre passage dans les annales de l'histoire du Congo, pour que les générations à venir disent que nous avons été l'une des meilleures mandatures que ce pays a connues. Et aujourd'hui que l'opportunité se présente, il ne faudrait pas être complaisant. Voyez-vous, il ne faudrait pas être complaisant, parce que ce qui tue aussi ces pays, c'est l'hyperpolitisation. C'est le fait de vouloir tout considérer avec un regard politicien. À un moment donné, il faudrait plus faire appel à l'intelligence managériale au lieu de toujours faire appel à l'intelligence politicienne. Alors, Dr Silas, je précise que Dr Silas, il est expert en politique étrangère, il est écrivain, c'est celui qui enseigne le leadership en République démocratique du Congo. Il a tellement, les élèves aujourd'hui sont également dans les institutions. Quelqu'un m'a demandé, une autorité m'a demandé de ne pas mettre à côté cette question, que je vous la pose. Est-ce impossible que le Congo puisse avoir tout simplement des blocs? Des blocs. Au lieu d'avoir plus de 900 partis politiques, comme aux États-Unis, il y a des démocrates et d'autres côtés. En France, il y a ceux de gauche et des de droite. Est-ce impossible? Parce qu'apparemment, cela peut aider la nation à avoir une vision. Chaque bloc avoir une vision. Au lieu d'avoir dans un regroupement politique, Union Sarré autre, vous avez des libéraux, vous avez. Est-ce impossible?
Non, il n'y a rien qui ne soit impossible. Lorsqu'on a de la volonté, de la bonne foi, on peut toujours se surpasser. Mais la question qu'il faudrait plutôt se poser, est-ce que les Congolais sont capables de travailler ensemble? Une très belle question. Ça, c'est une question d'ordre anthropologique et sociologique. Est-ce que le Congolais, dans sa composition mentale, dans sa composition culturelle, est-il capable? Parce que cette pléthore, on le voit même dans les milieux ecclésiastiques, on le voit dans les milieux des orchestres. C'est-à-dire que la difficulté de l'intelligentsia congolaise, c'est d'accepter de rester en bloc et de travailler en bloc. Et c'est ce qui rend l'unité nationale être un chantier presque difficile à construire. Parce que nous avons du mal à faire avancer une idée lorsque ce n'est pas nous qui présidons. Okay. Nous avons du mal à accepter quelque chose, surtout lorsque ce n'est pas moi qui suis sur l'affiche. C'est possible, voyez-vous, c'est possible, mais est-ce que le problème, c'est l'homme congolais ou bien le problème, c'est le nombre de partis politiques? Okay. Parce qu'au départ, lorsque le président Mobutu va démocratiser notre système politique avec son fameux discours du 24 avril 1990. Au départ, l'idée, c'était cela. À partir du monopartisme au bipartisme, qu'on ait des blocs. Mais là encore, vous avez vu la difficulté du Congolais, parce que pour les Congolais, ça sonne bon qu'on vous appelle président. Ça sonne bon qu'on vous appelle chef. Ça sonne bon qu'on vous appelle autorité morale. Nous sommes tellement dans la titromanie que nous ne nous posons pas la question sur la qualité de la contribution que nous apportons pour l'émergence d'un Congo fort au centre de l'Afrique. Pour cela, il faudrait que l'homme politique congolais accepte de pouvoir s'émanciper de certaines tares qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour ça, il faudrait aussi que l'homme politique congolais accepte de pouvoir arrondir, sortir de certaines guéguerres, du reste stérile, pour regarder dans la même direction. Parce qu'il n'y a qu'au Congo où vous trouvez un parti socialiste qui est opposé à un autre parti Par socialiste. exemple, ici, si vous voyez MSR, vous voyez PPRD, voilà, UDPS, MLC et... Bon, déjà, quand vous allez dans la doctrine de ces partis politiques, en principe, on devrait... C'est un des mariages presque impossible, mais contre nature. Mais congolaisement parlant, pour ne pas dire politiciennement parlant, voilà, on le fait. C'est pour dire que des fois, c'est par complaisance qu'on dit que nous sommes des libéraux, nous sommes des socialistes. Parce que s'il y a UNC et MLC, ce n'est pas la même chose. Ce sont des libéraux. PPRD. Voilà. Donc, c'est tout ça les problèmes. C'est tout ça les problèmes. C'est là où je parlais d'un nouveau système. OK. Nouveau système qui part d'un véritable changement des mentalités. Modifier un peu cette congolité. Lorsqu'on parle de la congolité, quelle est la substance? Qu'est-ce qui fait l'homme congolais? Qu'est-ce qui fait l'universitaire congolais? Quand il réfléchit à gauche, pourquoi il ne réfléchit pas à droite? Okay. Quels sont les facteurs qui l'ont poussé à agir de la sorte et à toujours agir de la sorte? Est-ce qu'il y a possibilité de modifier ces choses-là? Et c'est là où je parle de la nécessité de changer nos paradigmes, parce que ce sont nos paradigmes qui nous trahissent et qui nous maintiennent dans la misère et dans la pauvreté. À cause de ces paradigmes, les nations voisines nous regardent comme des sous-hommes, et pourtant nous sommes autant hommes qu'eux. Est-ce que ce n'est pas un problème de manque de repères? Oui, oui, mais je vais vous dire aussi que les repères ne s'imposent pas. Les repères ne sont pas les dons du ciel. Détrompez-vous. Les repères, il faut de la détermination. Les repères, on n'en manque pas, mais nous devons nous-mêmes créer nos repères à nous. Okay. Comment créer nos repères à nous? C'est en sublimant certains d'entre nous, hier, aujourd'hui et pourquoi pas demain, qui vont se démarquer. Qui vont se démarquer par une moralité exemplaire, qui vont se démarquer par un discours rassembleur, qui vont se démarquer par des résultats qui attestent combien l'on peut devenir grand par le travail et non pas par la tricherie. Les repères que vous avez en France, aux États-Unis et partout ailleurs, c'est aussi la nation qui a fait leur sublimation. C'est la nation qui décide qui et qui aura accès au Panthéon. C'est-à-dire, ces repères, nous devons
nous-mêmes le prendre. Mais ces repères-là, devenir un repère, il y a aussi un prix à payer. Parce que les repères, ici, fonctionnent. Ceux qui veulent être aujourd'hui considérés comme des repères devraient d'abord afficher une posture de père. Parce que les repères devraient avoir une posture de père. C'est-à-dire penser comme de père des générations, comme des pères de la nation. Et ça, moi, toujours été le vœu, si le président peut saisir cette occasion, pour ne pas seulement être un des présidents, mais que dans les 20-30 prochaines années, que l'on cite son nom comme étant un des pères que la nation a réussi. Et pour devenir un père, il ne suffit pas d'occuper une fonction. Pour devenir un repère, il ne suffit pas d'avoir atteint une certaine notoriété ou célébrité. Pour devenir un repère, il faut de l'application. Un repère, c'est celui dont la vie ressemble à un panneau signalisateur. Un repère, c'est celui par qui l'on peut dire, voilà en quelque peu le modèle de l'homme congolais que nous voudrions avoir. Et pour cela, nous en avons besoin. Vous savez, aux États-Unis, le président Abraham Lincoln, que j'ai toujours considéré comme un mentor, et ce président Abraham Lincoln n'est que le 14e, le 16e, le 16e président américain. Entre lui et George Washington, il y a 14 présidents au milieu. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler des pères de l'Amérique sans parler d'Abraham Lincoln. C'est pour dire, on peut devenir un repère sans avoir été dans le gouvernement de Kasavubu. Okay. On peut devenir un repère sans avoir été partie prenante à la table ronde. C'est-à-dire, les dirigeants aujourd'hui, il faudrait qu'ils commencent à travailler dans ce sens-là, devenir des repères. C'est là par la qualité de la vision dont ils sont dispensataires. Docteur Silas, nous allons chuter avec le dernier sujet du chef de l'État dans le discours à New York, mais terminons d'abord les questions des autorités également, des hommes éclairés de la nation. Docteur Silas, les gens négligent la terre. Monsieur Philémon, soyez avec moi. Les gens négligent la terre, l'agriculture. Mais nous avons des terres arables. Docteur Silas, les chefs avaient dit il faut que les sols... La vengeance du sol sur les sous-sols. Sur les sous-sols. Est-ce c'est impossible? Il y a manque de vision ou bien comment? Si vous regardez même le budget alloué à ces secteurs, à ces ministères, apparemment, ce n'est pas à la taille des ambitions de la République démocratique du Congo. Bon, vous savez, aujourd'hui, l'État congolais dépense plus de 3 milliards de dollars, rien que pour l'importation de ce que nous consommons. Vivre frais, voire 3 milliards de dollars que nous dépensons chaque année. Et ça, c'est une insulte au bon Dieu. Ça, c'est un sacrilège. Pour une nation qui regorge 80 millions de terres arables, avec une capacité de nourrir l'Afrique tout entière pendant 6 mois. Les jus le plus consommés à Kinshasa, les jus de carton, c'est les jus CRS et les jus de Best. Ce sont les deux jus les plus consommés. Les jus CRS est produit en Afrique du Sud, les jus de Best est produit en Égypte. Les deux extrêmes. Et il suffit de vous voir la géographie africaine, vous allez vous rendre compte que les deux pays, l'Égypte et l'Afrique du Sud, sont des pays presque désertiques. Mais ce sont leurs jus que l'on consomme le plus chez nous ici. Donc, la vengeance du sol sur le sous-sol doit passer de l'étape de déclaration pour devenir une véritable politique. Une politique qui coule d'une vision. Et pour cela, qu'on ait un plan agricole. De 2023, par exemple, jusqu'en 2027. Descendre jusqu'à moins d'1 milliard de dollars qui seraient dépensés pour exporter la nourriture. Parce qu'on ne peut pas être souverain sur son propre territoire lorsqu'on est autant dépendant. Je ne parlais pas de la dépendance pour le véhicule, la mobilité, non, dépendant d'abord pour l'estomac. Parce que la guerre contre la faim est l'une des guerres les plus farouches que chaque État responsable devrait mener et devrait remporter. Voyez-vous, 80 millions de terres arables. Nous sommes dans un pays où la plupart des manguiers que nous avons n'ont pas été plantés. On a jeté un noyau et quelques temps après, on a été surpris qu'il y a un manguier qui va germer.
Et vous savez, dans la Bible, permettez que j'évoque un verset de la Bible, Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il n'avait pas encore fait pleuvoir, il n'y avait pas encore d'herbe des champs, parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir, car il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. C'est-à-dire même Dieu s'est arrêté à un moment donné, jusqu'à ce qu'il y ait un homme. C'est-à-dire quoi? La qualité de ce que mange un peuple est déterminée par deux choses. Son intelligence de production et sa détermination à pouvoir travailler pour être souverain du point de vue de son estomac. Parce qu'un État sérieux ne peut pas autant importer. Dans ce pays où nous avons cette couche de poissons au niveau du lac Albert, on n'a pas besoin qu'on se déplace pour aller débattre sur l'impiodi avec autant de rivières et de fleuves que nous avons. On ne peut pas, nous ici, importer le poisson, on ne peut pas importer la viande de consort parce que ça ne donne pas aux autres à pouvoir afficher à notre égard un certain respect parce que ceci accuse un manque d'ambition, un manque de vision, mais aussi une paresse collective. C'est possible de manger 3 fois dans ces pays. C'est possible de prendre même les légumes que nous produisons ici et de les exporter. L'un des plus grands exportateurs de légumes pour l'Europe, vous savez c'est quel État? C'est l'État d'Israël. L'un des plus grands exportateurs de fruits et légumes, c'est Israël. Mais ce pays est à vocation désertique. Mais l'intelligence de l'homme a su corriger la nature. Un État normal, un État qui a des hommes achevés, c'est cet État dont les hommes sont capables de corriger les injustices de la nature. Okay. C'est-à-dire, on leur a donné une terre désertique, mais ils mangent mieux que ceux qui ont une terre arable. Voyez-vous? Et c'est à cela que nous devons regarder. Parce que la terre, elle sera toujours là. Les minéraux, vous voyez comment le prix des minéraux dans les marchés internationaux, dans les marchés a bougé. Quand ça bouge, nous voyons ce que notre monnaie subit comme conséquence. Donc nous sommes quelque part dépendants de minéraux. Et même quand nous sommes dépendants de ces minéraux, regardez ce qui se passe. Au fait, ça ne nous en sens pas en tant qu'humains. Vous savez, l'on dit d'un peuple qu'il est intelligent lorsqu'il a l'intelligence de son environnement et l'intelligence de ses ressources. Or, la terre que nous avons constitue en elle-même une ressource. L'intelligence d'un peuple qui a l'intelligence de ses ressources, c'est-à-dire que ce peuple a assez d'intelligence pour pouvoir identifier les ressources qu'il a, pour pouvoir extraire ces ressources, pour pouvoir les transformer. Parce qu'une autre insulte au bon Dieu, un autre crime contre l'intelligence, c'est lorsque les grumes sont coupés dans le Bandundu, traversent les avenues de Kinshasa, prennent la direction de Matadi Kibala jusqu'à Matadi, dans leur état naturel. Ça aussi, ce n'est pas normal. Parce que tout ce que nous sortons peut aussi être modifié ou transformé ici. C'est-à-dire la prospérité nationale ne vient pas parce que nous prions beaucoup. Pas parce que nous avons beaucoup de potentiel. Du reste, ces potentiels, il faudrait les transformer en richesse. Et cette transformation nécessite notre savoir-faire. Donc il y a un problème de l'inconscience alors. Parce que nous avons... Nous baignons dans une inconscience collective. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons tout ce qu'il faut, mais on dépend à d'autres pays. C'est un problème. C'est une maladie alors. Parce qu'il suffisait qu'aujourd'hui, que Matadi soit fermé. Il suffisait qu'aujourd'hui, Goma soit fermé. Voyez-vous? Il suffisait... Mais comment allons-nous survivre si l'aéroport d'Njili était fermé? Sommes-nous capables de survivre 3 mois, 4 mois en étant fermés? Or, même la Chine antique à l'époque, la Chine antique, je parle d'une Chine d'avant Jésus. Là, on est encore à l'Empire Chine. Avant Jésus, pensez déjà comment survivre en cas de guerre lorsque les frontières seront fermées. Comment ne pas mourir de faim en interne lorsque nous voudrions fuir les attaques de l'ennemi. C'est à cela que nous devons penser.
Nous avons tout ce qu'il faut. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est de mettre de côté la complaisance. C'est de cesser de croire que ce qui vient de l'extérieur est meilleur. C'est d'accepter de donner une autre forme à notre Mwamba, Nguba. C'est d'accepter de donner un autre moyen de conservation à notre Chikwang. C'est d'accepter de penser comment pouvons-nous conserver le pondu pendant un mois sans qu'il perde son goût original. C'est de penser comment créer cette classe moyenne-là. La classe et du milieu. Amener les jeunes gens à investir dans le domaine agricole. Les terres existent. Pensez comment mettre en place de la pratique, que nous ayons de voies de secteurs agricoles praticables. Parce que nous mangeons une fois quelque part aussi parce que quelque part ce qui est produit dans le fond du Congo ne se peut pas être acheminé ici. Parce qu'il y a un problème de route. Mais là, il y a plusieurs ministères qui entrent en concours, qui entrent en danse. C'est comme ministère ça. de l'Industrie. Mais c'est pour ça qu'on a un gouvernement, on a un but commun et chaque ministère joue sa partition. Alors il faut aussi mettre donc penser que la réussite avec le ministère de l'Agriculture, non, c'est pas que la ministère de l'Agriculture. Il y a le ministère plutôt, excusez-moi, le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère des Infrastructures, et chacun de l'économie, finance et même le ministère de l'Intérieur, parce que les gens ne vont pas travailler là où c'est ville et sécurité. Les gens ne vont pas aller dans les champs. Combien de femmes ont été violées à l'Est dans les champs? Aucun homme responsable ne laisserait sa femme aller dans les champs du matin au soir pour travailler, de peur qu'elle soit violée, de peur qu'elle soit tuée. Donc vous comprenez que c'est toute une orchestration. Voyez-vous? Donc une gouvernance, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et là, il faudrait que nous ne soyons plus complaisants. Qu'on travaille pour des résultats bon. Alors, docteur Chérès, autant de questions inédites avec vous, c'est peu parce que la matière est là. La question d'une, entre guillemets, comment faire pour lutter contre les chômages, réduire plutôt les taux de chômage en République démocratique du Congo. Monsieur Filemon, la photo est déjà en train de jouer... on dit la dame, hein? Oui, la dame, le jeu des dames. Le jeu de dames, mais apparemment, c'est presque partout. Bon, écoutez, jouer au jeu des dames n'est pas un problème. Hein. D'ailleurs, il faudrait... parce qu'un peuple est fort aussi lorsqu'il a des moments de loisirs. Voilà pourquoi dans un pays qui se respecte, autant il y en a des lieux de réflexion, autant on a aussi des lieux de loisirs. La construction des salles, des spectacles, des stades, des consorts, c'est très important. Il ne faut pas les priver. On construit un peuple fort en lui donnant aussi les moyens de célébration. Ça, mais l'image ici montre que c'est les gens inoccupés. Bon, je ne veux pas trop dire que c'est les gens inoccupés parce que toi et moi aussi, on peut jouer au Scrabble. On peut jouer au jeu d'échecs. Au moment de détente, mais ici... Alors, on revient à la question sur la réduction du chômage. Voilà, le taux de chômage. D'abord, il faut Est-ce possible? Bien sûr. Tout est possible. Et comme j'aime bien dire à quelqu'un, l'impossible n'est pas congolais. Tout est possible. Bonne volonté, détermination, abnégation au préalable. Une vision. Voilà. Vision et puis un plan, un programme. Tout est possible. Il faut savoir, Delphin, que ce n'est pas l'État seul de mettre fin au chômage. Pas l'État seul. Non. Mais l'État est parce parent. Que les chômages, c'est aussi... J'en viens. Les chômages, c'est aussi un choix. Même oui, les chômages, c'est aussi un choix. Les gens risquent de se fâcher à la maison. Personne n'a jamais fait les choix. Tu me laisses finir. C'est un choix parce que même dans les pays les plus développés, où le taux de la mobilité est très élevé, quand même de chômeurs. Je viens de Londres il y a 2 semaines, où j'ai passé 5 jours. J'ai vu des chômeurs à Londres, des Congolais, qui ne travaillent pas parce qu'il y a des allocations. Donc, ils ont choisi d'être chômeurs parce qu'ils sont pris en charge. C'est là où je parlais du choix comme étant, le chômage comme étant un choix. Ce n'est pas à l'État de créer les emplois. Les emplois ont été beaucoup plus, dans tous les pays du monde, un apanage des
initiatives privées. Ok. Ce sont les privés qui créent des emplois. C'est mieux d'ailleurs. Alors, l'État doit faire 3 choses Ok. pour mettre fin à ce chômage et encourager la création de la classe moyenne. Premièrement, l'État doit assurer un climat Ok. favorable à la création des entreprises. Un bon climat d'affaires. Un bon climat d'affaires, c'est-à-dire avec une administration qui est fluide, Ok. une administration assez fluide, assez souple, qui n'amène pas les gens se coupant en 1000 morceaux pour avoir tel document. Ok. Dieu soit loué, aujourd'hui, on a les guichets uniques. Il faudrait quand même dire que c'est beaucoup plus rapide que ça a été il y a 15-20 ans passés. Ok. De deux, l'État doit faciliter l'accès au crédit bancaire. L'accès Au crédit bancaire. Parce que il y a là, un taux c'est très élevé aujourd'hui. nous avons l'un des taux les plus élevés Élevé, au monde. Et regardez déjà, sur les 14 banques que nous avons, les banques privées au Congo, aucune de ces banques n'est une banque à capitaux congolais. Toutes ces banques sont des banques à capitaux étrangers. étrangère. Donc là, déjà Déjà aussi, un danger pour un pays. déjà un danger, parce que là aussi, ça touche à notre souveraineté nationale. Parce que la question de la souveraineté, on viendra peut-être en parler lors d'une prochaine émission. La question de la souveraineté nationale ne doit pas être réduite simplement à l'espace, au territoire. Ok? La souveraineté a beaucoup d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. Alors, il faut encourager l'accès, faciliter, voulais-je dire, l'accès au crédit bancaire. Comment un Congolais peut compétir avec un Libanais, avec un Nigérian, avec un Togolais, lorsqu'on tient compte de ces taux d'intérêt aussi élevés, presque La marge. 7 fois que l'on trouve dans d'autres pays. Quoi de plus normal que vous alliez au Sénégal, vous trouvez un jeune homme qui a à peine 29 ans, mais qui est à la tête de 4 grandes entreprises, avec un capital qui environne 800 000 euros. Il semble qu'il y a la complicité de nos autorités. Quand ces banques arrivent ici, ils viennent avec les bonnes intentions, mais ils trouvent un système avec nos autorités. Donc, le jeu des rétrocommissions, mettez comme ça, parce que nous, on va vous faciliter ça. Donc, ils sont dans un jeu. Alors, dans ces cas, il faut reconnaître que nous avons choisi d'être un pays pauvre. Parce qu'on ne peut pas être un pays riche simplement parce qu'on a des minéraux. On est un pays riche aussi parce qu'on a autant de riches hommes, de femmes riches. Et cela passe par ce que je suis en train d'évoquer tantôt. Okay. Troisième élément, c'est de faire la promotion de ce que j'appelle la culture entrepreneuriale. Okay. Ça, c'est maintenant quelque chose qui nous manque. Et pour ça, l'État doit travailler Ça nous manque ou c'est faible? Non, non, ça nous manque. Le Congolais n'est pas entrepreneur. Okay. Il suffit de voir même le Congolais partout où il est. Allez-y aujourd'hui à Matongé, à Bruxelles. Vous serez étonné de voir que les Camerounais vont au Congolais, les Makemba et les Mpose. Vous serez étonné que les plus grands vendeurs de Mbissia Rukawuka, de Mbissia Mai, c'est un Indien. Allez au Château Rouge, vous allez... Citez-moi une ville dans le monde, les Congolais qui nous suivent, ils sont plus de 10 millions dans la diaspora. Quel est le produit dans la diaspora dont le Congolais a les monopoles? Je donne un exemple. Quand vous êtes à Kinshasa et que vous voulez acheter des pièces de rechange pour les véhicules, vous allez chez les Nigérians. Nigérians, Guinéens. Voilà. Quand vous voulez aller dans le supermarché, vous allez chez les Indo-Pakistanais, vous avez les Libanais. Vous voulez vous acheter un habit, consort, vous allez à Kato, Louvois, consort, ce sont des Ouest africains. Si elles le font chez nous, il est censé que nous aussi, ailleurs, nous le fassions. Vous allez en Afrique du Sud, par exemple, quand vous voulez acheter, les Congolais ne vendent que ce qu'ils vendent au marché Gambela de Yoville, okay, à Djobour par exemple. Mais quand vous voulez vous habiller en Afrique du Sud et que vous n'avez pas l'argent pour aller vous habiller dans les grandes boutiques des marques, vous irez dans leur centre-ville. Vous savez qui font l'argent? Ce sont les Éthiopiens, ce sont les Somaliens, ce sont les Érythréens. Ce qui fait qu'en Afrique du Sud, par exemple, la communauté congolaise est la deuxième communauté étrangère la plus importante du point de vue des nombres d'individus, mais du point de vue de la contribution en termes économiques, nous sommes la 6e. Ce qui suppose que les affaires, ce n'est pas trop notre culture. Raison pour laquelle il y a plus de partis politiques que d'entreprises. Maintenant, il faudrait créer cette culture-là. Cette culture, il faudrait la créer parce que c'est la seule voie qui fera ce qu'on ait très vite des millionnaires.
créer cette culture. Quand je dis la culture de l'entrepreneuriat, c'est avec tout ce qui y va. Aujourd'hui, dans le leadership, il y a même un aspect, une branche qu'on appelle le leadership entrepreneurial. Parce que la puissance d'un État, c'est aussi dans la capacité qu'a ces citoyens à pouvoir amener en externe leur puissance économique et financière. Aujourd'hui, on vous parle des GAFAM, cet acronyme, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont toutes des entreprises américaines, créées par des initiatives privées. Et ces multinationales aujourd'hui ont un chiffre d'affaires qui pèse plus que 60 pays à travers le monde. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est-à-dire, on ne peut pas dire de la Chine qu'elle est une puissance si ce n'est que l'État chinois qui a les moyens. Non. Il faudrait qu'il y ait aussi des gens comme Alibaba, Jack Ma. Il faudrait qu'il y ait... Aujourd'hui, il n'y a pas une nation puissante si cette nation ne produit pas aussi des millionnaires. Or, chez nous, les avec ces hommes d'affaires, comme à l'époque, on avait des cas de papa, des bébés, des Mokia. Qu'est-ce qui manque que... L'État n'a pas compris sa vocation. L'État n'a pas compris sa vocation. L'État a étranglé certaines initiatives. L'État n'a pas encouragé. Voyez-vous, l'État n'a pas entrepreneurs locaux. Regardez aujourd'hui, Congo Airways tombe en faillite. Vous savez, en principe, aujourd'hui, je devais revenir de Lubumbashi. J'étais censé partir mardi pour revenir aujourd'hui, vendredi. Mais la difficulté, c'est qu'il fallait partir par Ethiopian. Or, il fallait avoir le passeport. Or, mon passeport se trouve dans une des ambassades ici à Kinshasa. Donc, la seule compagnie qui reste, c'est CA, qui est une compagnie privée. Maintenant, imaginez-vous qu'on ait 3 ou 4. On n'aurait pas eu aussi cette incidence, on n'aurait pas ressenti l'impact, combien est difficile à subir avec cette panne que connaît, ces problèmes que connaît Congo Airways. Donc, l'État n'a pas compris. Déjà à l'époque de Mobutu, avec la fameuse zarianisation, qui a dépossédé les biens et entreprises appartenant aux expatriés, qui savaient comment faire tourner leurs entreprises pour les donner aux Congolais qui n'étaient pas, aux Aïrois à l'époque, qui n'étaient pas initiés. Entre guillemets, évolués, mais... voilà, et toutes ces entreprises sont tombées en faillite. Donc j'insiste sur la culture de l'entrepreneuriat. C'est tellement important pour que les jeunes Congolais qui ont $2000 pensent d'abord à une initiative qui mette en place une entreprise au lieu de penser à un iPhone. Que le jeune homme qui touche $700 pense d'abord s'acheter, créer une entreprise avant de s'acheter une voiture IST. Merci docteur Silas, le temps nous fait défaut. On chute avec cette dernière question, la photo du chef de l'État. On aimerait quand même placer un mot par rapport à son discours. Vous avez suivi comme tout le monde. Quoi retenir? Les opposants disent que le chef a raté l'occasion de se taire parce qu'il était encore une fois de plus trop plaintif. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend par plaintif. Il faut dire que ces discours étaient très attendus, d'autant plus que c'est les derniers de son quinquennat. Donc, et aussi avec tout ce qu'il y a comme soubresaut et mutation du point de vue de la géopolitique internationale, tout le monde attendait voir ce que le Congo, par les biais de son président de la République, allait dire en émettant son opinion sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe. Et c'est vrai aussi que le président de la République n'allait pas ramasser tout ce qui se passe dans le monde. Mais je pense qu'il a quand même touché au point essentiel, à mon avis. Le ton qu'il a utilisé a été un ton ferme. Ça, c'est une très bonne chose. Je ne parlerai pas des plaintes. Je ne parlerai pas des plaintes, mais je parlerai de quelqu'un qui est revenu sur une situation qui a déjà été évoquée dans le passé. Et s'il est revenu, ce n'est pas par répétition, c'est pour insister parce que les solutions n'ont pas suivi. Il y a eu des promesses. La communauté internationale a continué à traîner les pieds pour ne pas apporter ce que nous, en tant que communauté nationale, attendions d'elle, cette nébuleuse communauté internationale. Mais il tient aussi de se poser 2-3 questions que nous devons nous poser. Dans l'entretemps, nous en interne,
quels sont les moyens que nous préconisons pour contourner la lenteur de la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale ne va pas se convertir aujourd'hui. Cette communauté internationale n'a cessé de montrer ses couleurs. Certes, on vient de condamner le Rwanda pour son soutien au M23. Il y a aussi, le chef a félicité les États-Unis pour avoir mis fin à la coopération militaire avec le Rwanda. Alors, la question que je disais, comment contourner cette léthargie, cette passivité de la communauté internationale face aux problèmes qui sont congolais? Mais nous sommes sous leur caméra. Si on cherche à contourner, contourner... Ils penseront qu'on est... nous devenons des traîtres. Donc, c'est comme si on est sous leur joug. Hein. Qu'est-ce qui fait la traîtrise? Le fait que le Rwanda nous attaque ou bien le fait qu'on tienne nous-mêmes à nous libérer? Ça ne devait pas être considéré comme étant une traîtrise, mais plutôt comme étant de la responsabilité. Une conscientisation collective. C'est-à-dire, nous avons pris conscience qu'on ne peut pas trop compter sur l'autre parce que nous sommes un État souverain. Un État souverain. Et nos méthodes ne seront pas appréciées. Non. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Goma ici avec les Wazalendo. J'ai suivi au Rwanda, les gens disent on a tué nos frères, ainsi de suite. Tout ça, vous comprenez un peu? L'ONU nous reconnaît le droit le plus légitime de pouvoir défendre notre territoire. C'est notre droit le plus légitime. Nous avons un devoir vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des Congolais, mais aussi un devoir vis-à-vis de l'histoire. Okay. Voyez-vous? Donc, contourner leur passivité signifie simplement nous assumer en tant que nation souveraine. Apporter beaucoup plus de tact dans notre diplomatie. Comprendre que les rapports de voisinage entre les États est essentiellement un rapport de force. Les États, en tant que monstres froids, ne comprennent que le langage de la puissance, pour ne pas parler des langages de force. Okay. Le langage de la puissance, c'est-à-dire, il faudrait nous construire une posture qui, en externe, amène les autres à nous regarder avec respect, parce que cette posture est tellement dissuasive. Or, c'est même cette dissuasion qui apportera de l'eau dans le moulin de la diplomatie. Parce que notre diplomatie ne pourra être effective que si les autres se voient dans l'obligation de négocier, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Parce que une diplomatie qui n'est pas accompagnée par une force, c'est comme demander aux gens de danser sans musique. Voyez-vous? Et étant donné que nous sommes déjà dans cette logique, où on est en train de se recréer un appareil diplomatique. De se requinquer. Il faudrait que la dimension militaire suive, sans pour autant être un vent en guerre. Pourquoi? Parce que vocationnellement parlant, lorsque nous regardons tout ce que nous regorgeons comme ressources naturelles, lorsque nous regardons, nous considérons ce qu'il y a comme velléité autour de nous, la posture ou la politique extérieure que nous devons concevoir et mettre en place devrait être une posture pour laquelle la guerre doit être perçue comme étant une règle et la paix comme étant une exception. Sans pour autant être de vent en guerre. Mais il faudrait que les autres nous considèrent comme étant un homme pacifique qu'on ne doit pas déranger parce que sa riposte risque d'être dangereuse. Alors, docteur Sulas, je vous regarde en face. Cette question vient de l'Ouganda. Quelqu'un m'a appelé pour me dire pourquoi le président Tshisekedi avait ces tons fermes que le M23, ses frères, il ne va pas accepter de négocier avec eux. Du moment que c'est un problème congolais. Le président ougandais l'a dit, le président rwandais aussi est allé dans le même sens. Mais pourquoi on ne négocie pas seulement avec le M23?
Non, on ne saurait pas négocier avec le M23, d'autant plus que nous l'avons qualifié d'un mouvement terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Ça, c'est d'une part. Mais il y a des Congolais là-bas, il semble. Mais non, le fait qu'il y ait des Américains dans l'Al-Qaïda ne va pas pousser les États-Unis à négocier avec l'Al-Qaïda. Aujourd'hui, dans l'État islamique, il y a autant de Français, vous savez, qu'il y a des jeunes Français qui se sont retrouvés en Syrie pour faire allégeance à l'État islamique. Ce n'est pas pour autant que la France va négocier avec l'État islamique. On ne négocie pas avec les terroristes. Est-ce que ce n'est pas une erreur de méthode, peut-être en gardant ces taux fermes, ces temps fermes? Non. Voulais-je dire aujourd'hui, Bunagana est entre les mains de l'armée régionale, ça, zone tampon. Il y a une administration là-bas que le Congo ne maîtrise pas. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas oublier que nous avons en face de nous plus de 204 groupes rebelles. 204 groupes rebelles. Partant des dernières estimations, dernières études, enquêtes qui ont été menées, 204. Négocier avec l'un serait ouvrir une voie que vous ne saurez pas refermer. Okay. On ne négocie pas avec les mouvements terroristes, comme celui du M23. Mais dans l'entretemps, on ne peut pas continuer à refuser de négocier, ce qui est naturel, mais il faudrait aussi déposséder ces mouvements terroristes leur prétexte, et aussi travailler de manière à les bouter hors du territoire national. On ne peut pas négocier. Le seul langage que ce mouvement terroriste comprendront, c'est le langage de la force. D'où les réformes au niveau de notre appareil sécuritaire, au niveau de notre armée, devient une impérieuse nécessité. À court terme, il faudrait travailler pour avoir une armée républicaine, une armée apolitique, une armée nationale, une armée dissuasive, avec des hommes très bien entraînés, très bien équipés, des hommes, une armée qui ne devrait pas, là aussi c'est très important, qui ne devrait pas être formée en vue de battre le Rwanda, parce que le Rwanda, certes, durant les 25 dernières années, c'est le voisin qui nous a le plus causé du mal, mais on a d'autres voisins qui ont une capacité de nuisance plus forte que le Rwanda. Donc l'armée ne doit pas être créée avec la pointure du Rwanda, mais l'armée doit être créée avec une posture telle que nous voulons être l'une des armées les plus équipées, les mieux formées de l'Afrique. Parce que nous avons 9 frontières et 9 pays limitrophes, donc il faut créer une armée à la dimension de la RDC, pour faire face à tous ces gens-là. Le mot de la fin, regardez la caméra. Monsieur Philémon, la photo de Monseigneur Cholet. On termine avec cette question. Je précise bien, Dr Silas, il est écrivain, il est expert en politique extérieure et aussi pasteur de l'église cité Rama, l'âme de l'église qui est ici. Vous n'allez pas mener un pasteur entrer en conflit avec un prêtre. Non. Qui, du point de vue de l'éthique et de la déontologie, ne serait pas une bonne chose. Ici, je parle de la culture sacerdotale. Alors, allez-y, je ne sais pas c'est quoi votre question. Ici, il a parlé comme homme de l'église. Oui. Secrétaire général de la SENCO. Ici, vous répondez comme homme de l'église aussi, mais qui voit son pays d'une autre manière. Il a dit que si les régimes ne préparent pas les bonnes élections, que les régimes se préparent à ce qui peut arriver en 2023. Mais ça serait difficile de gérer ce qui peut arriver en 2023. Comme homme de l'Église... Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà pourquoi je pose la question. Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais peut-être de vous... Les désordres et les contestations, peut-être mort d'homme, peut-être. Est-ce qu'un homme de l'Église peut dire ça, comme ça? Un homme de l'Église ne doit pas souhaiter le trouble. Un homme de l'Église ne doit pas faire appel à une quelconque déstabilisation, parce que quand il y a déstabilisation politique, c'est la société tout entière qui est déstabilisée, y compris nos églises et même nos membres qui sont dans X, Y institutions, les écoles vont fermer. Ça, c'est de un. Mais si je vais, puisque moi je ne l'ai pas écouté, mais si j'écoute seulement ce que vous dites, si les organisations, vous avez dit si les élections ne sont pas bien organisées. Bien organisées. Mais on ne peut pas aussi s'attendre à des mauvaises élections et croire qu'il y aura accalmie après. Non, c'est paradoxal.
réfléchissons en tant Non, qu'intellectuels. c'est dans le sens qu'il faut amener tout le monde dans les processus. Donc Martin Fayoulou, PPRD, Bon, tous là, ces vous gens-là. allez, là, Parce vous- que quand vous commencez à citer, là, vous allez dans... non, je cite dans ce sens-là parce qu'il veut que les élections soient inclusives. Du moment que les autres se sont retirés dans les processus, est-ce que le pays va s'arrêter? L'inclusivité n'a jamais été absolue. Ok. Des élections inclusives ne signifient pas que tout le monde sera. Ok. On peut dire qu'on a toujours eu des élections inclusives, entre guillemets. Mais toi et moi, on n'a pas toujours été candidats. Je ne sais pas si toi tu es candidat à la députation. Non. Moi non plus. Donc je continue à faire mon travail comme je le fais. Organiser de mauvaises élections serait très dangereux. Ok. Ça, c'est un conseil que je donnerai avec beaucoup d'humilité On vous suit. à nos autorités et tout particulièrement à M. Kadima. Ok. Nous avons frôlé des troubles en 2018. Ok. Et ces troubles, quand bien même nous avons frôlé, ont laissé de futurs d'ordre tribal très énormes. Vous avez eu des termes pakistanais et talibans. Termes qu'il y a 10 ans au Congo, on n'avait pas. Pour les sociologues, ils vous diront ce que cela signifie. Pourquoi on parle des talibans? Pourquoi on parle, c'est à l'issue des élections. Donc, les contestations, il y en aura toujours. OK? Mais il faudrait organiser les élections de telle manière à ce que les contestations soient d'ordre politicien, mais que ces contestations ne trouvent pas un fondement sur une quelconque injustice. Parce que il faudrait assurer à ceux qui seront élus un climat de paix dans lequel ils vont travailler pour accomplir ce ils auraient promis à l'ex-électeur. Donc, l'organisation des élections inclusives, transparentes, ça, c'est un vœu que vous et moi, en tant qu'intellectuels, nous devons souhaiter. Pour que nous ne connaissions pas de troubles. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2006, après les élections. Les troubles qu'il y a eu entre Jean-Pierre Bemba et Kabila. On n'a pas besoin de cela. Nous avons réussi 3 échéances électorales. Donnons aussi la chance aux autorités actuelles de réussir leur échéance. Parce que ça aussi, c'est leur capacité de gouvernance que le monde est en train d'observer. Organiser des élections inclusives. Et je reviens, inclusive ne signifie pas que tout le monde soit là-dedans. Non, non. Okay. Il y a des lois. Si quelqu'un n'a pas été, n'est pas pour, ne croit pas à la transparence, c'est son droit le plus légitime. On ne va pas attendre tout le monde pour organiser des élections. Merci, Dr Silas. Vous êtes écrivain, expert en politique internationale. Consultant en leadership. Consultant en leadership. Mais j'ai appris, je parlais avec Noël Tchani avant vous, il m'a dit, on a retenu sa loi. Dans cette session, on va en débattre un mot. Et voilà ce que vous pouvez placer un mot. Quelle loi? La proposition de loi Tchani. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Il vous suit. Bon, écoutez, d'abord, il faudrait encourager de telles initiatives, que des Congolais fassent des propositions comme ça. Nous en avons besoin parce qu'on ne peut pas seulement attendre que tout vienne de nos élus. C'est son droit le plus légitime. Vous et moi, nous pouvons aussi le faire. Mais je constate, je peur qu'avec tout ce qu'il y a comme velléité, je crains que vous votez cette loi pour être débattue durant cette session, soit de l'huile qu'on jette encore sur le feu. Ça, c'est sans être complaisant. Merci, Dr Tchani. Il a répondu à votre question. Vous êtes en train de nous suivre. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez en train de nous suivre sur cette chaîne, la chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire, CSS Télévision. Restez fidèles à nos programmes et puis dégustez bien cette émission sur nos réseaux. Merci à vous, restez fidèles à nos programmes. La réalisation assurée par M. Lazika et M. Philemon, côté son M. Caleb, derrière la caméra, M. Mosengo, assisté par Miradi. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.